Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 62. Comment faire semblant d'écouter l'empereur? Dans son Histoire des Goths, l'écrivain antique Jordanès raconte ainsi les débuts du grand roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fils d'un roi barbare du nom de Théodemire. Je cite. « Ce fut donc dans ce pays d'une puissance si forte et dans la saison de l'hiver que le roi Théodemire mena l'armée des Goths. Cependant, il ne cessa pas de vaincre tant la nation des Suèves que celle des Alamans, malgré leur alliance réciproque, ravagea leurs terres et les subjugua presque entièrement. De là, il revint dans ses foyers, c'est-à-dire en Pannonie, où il eut la joie de retrouver son fils Théodoric, qu'il avait envoyé en otage à Constantinople et que lui rendait avec de grands présents l'empereur Léon. Jordanès, Histoire des Goths, chapitre 55. Le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand, futur souverain d'Italie, a commencé sa carrière de manière peu banale. Son père, ancien chef tribal ostrogoth au service d'Attila, retourne sa veste à la mort du roi des Huns et décide de s'allier avec Constantinople dans l'immense pagaille qui suit l'éclatement de l'Empire barbare. Et pour garantir sa fidélité, il est contraint d'envoyer son propre fils de 7 ans, le jeune Théodoric, comme otage à Constantinople autour de 461. Théodoric va donc passer toute son enfance et son adolescence dans le palais impérial avec tous les otages de rang royal, recevant une éducation romaine parfaite avec les meilleurs enseignants de la capitale. Un bon investissement côté Constantinople, puisqu'arrivé à l'âge adulte vers 470, Théodoric est donc renvoyé chez les Ostrogoths et s'établit progressivement à la mort de son père comme le dirigeant incontesté de ce peuple allié de l'Empire, tout en matant les voisins rebelles pour le plus grand bonheur de la cour impériale. Toutes les bonnes choses ayant une fin, l'homme devient tellement puissant en l'espace de 2 décennies qu'il se transforme peu à peu en nuisance pour ses anciens maîtres, ce qui décidera la cour de l'envoyer dépenser son énergie débordante et sa force militaire pour conquérir l'Italie des mains du renégat Odoacre. Une mission que Théodoric va rondement mener avant d'entamer une carrière spectaculaire de plus de 30 ans à la tête du pays, ce qui fera de lui le plus grand souverain d'Italie de tout le 5e et le 6e siècle réunis. Comme son homonyme avant lui, Théodoric de Toulouse le Vigoth, Théodoric l'Ostrogoth, qu'on appelle Théodoric le Grand, est un paradoxe dont l'identité est une construction savante en réalité. Bien évidemment, l'homme se présente devant ses guerriers tribaux comme le gardien de la tradition et de la culture de son peuple, gardant sa religion arienne et ses coutumes, refusant même, une fois arrivé en Italie, de porter officiellement ses titres romains, comme patrice ou maître de la milice. Mais c'est bien évidemment une stratégie. L'homme a été élevé dans la plus pure tradition romaine toute sa jeunesse, au cœur de la capitale, avant de devenir carrément consul romain en 484. En réalité, cet homme est probablement plus un expert de littérature classique, de code de loi ou d'administration impériale que n'importe lequel de ces sujets italiens. En ce sens, il ne diffère pas de cette étrange double face que présentent quasiment tous ces alter-ego rois barbares, à commencer par Clovis. Des hommes qui savent tous jouer alternativement sur les 2 tableaux. Ils gardent en général
quelques éléments symboliques de leur culture d'origine, comme les cheveux longs ou les noms à sonorité étrange pour les Francaliens. Mais dans la pratique, ils travaillent d'arrache-pied pour conserver la machine administrative, fiscale et légale romaine avec la coopération active des anciens sujets romains de leur territoire. Mais il y a toujours un petit hic derrière cette étrange comédie. C'est bien sûr celle de l'incompréhension fondamentale entre Constantinople et les barbares qui occupent les trônes à l'ouest sur leurs rôles respectifs. Car le logiciel byzantin est resté bloqué sur le IVe siècle au sujet de ces hommes et continue d'appliquer son vieux modèle. Ce qui fonctionne d'une certaine manière en Orient. Constantinople garde la main mise sur le pouvoir civil, administratif et financier et recrute toujours plus de barbares, qu'ils soient alains, isoriens ou scythes sur ses frontières de l'Est pour repousser d'autres voisins encore plus pénibles comme les Sassanides ou les Avars. La cour impériale maintient donc en Orient cette logique, en bombardant d'honneur et de richesse des chefs tribaux dont on tolère sans problème les coupes de cheveux étranges, les habits bariolés, l'accent latin ou grec à couper au couteau, voire un christianisme un peu douteux, tant que ces hommes savent rester à leur place, c'est-à-dire des exécutants de simples fonctionnaires militaires au service de l'empereur et de sa cour. L'erreur des Byzantins a été de croire que la même recette pouvait s'appliquer à l'Ouest, avec des dirigeants barbares comme Théodoric ou tous les autres, oubliant le vieil adage « loin des yeux, loin du cœur », et s'aveuglant sur leur capacité à imposer quoi que ce soit à des hommes si puissants et si distants à la fois. Les plus malins, comme Théodoric le Grand ou Clovis, vont donc jouer la comédie de la plus parfaite servilité à l'Empire, dont ils connaissent par cœur les codes pour gagner sur les deux tableaux. Car dans les faits, ils dirigent en totale indépendance leur État, et leur soumission n'est que de principe à l'empereur, qui leur garantit souvent de l'or, quand Constantinople sait se montrer généreux, et de la stabilité, avec des titres romains ronflants, vu que les élites restaient attachées mentalement à l'univers impérial. Garder une espèce de lien, même factice avec l'empereur, était donc le meilleur moyen de garder l'adhésion de leurs sujets romains. Évidemment, cette farce provoquera régulièrement des conflits. Constantinople finissant au bout d'un moment par réaliser la duplicité de ces hommes, qui prétendent lui obéir, mais qui se vivent en réalité comme des souverains absolument indépendants. Le VIe siècle sera rempli de guerres incessantes entre l'Empire et ses soi-disant subordonnés occidentaux, Ostrogoths en Italie, Vandales en Tunisie et Wisigoths en Espagne, dès que l'empereur est assez fort pour taper du poing sur la table. Des tentatives pas toujours heureuses, mais qui vont servir de toile de fond au siècle de guerre non-stop à l'ouest, dans laquelle l'or et les mercenaires byzantins n'arrêteront jamais d'apparaître pour déstabiliser les beaux petits royaumes d'Occident. À une exception près, que sont les Francs bien sûr. Un royaume qui ne sera quasiment jamais en conflit ouvert avec Byzance, sauf une fois autour de 554. Sans doute pas parce que les Francs étaient plus soumis ou moins ambitieux que leurs voisins, mais tout simplement parce que leur position géographique les rendait moins accessibles à l'intervention directe de l'Empire. Un petit état de fait qui va permettre au royaume de Clovis de prendre une puissance inégalée à l'ouest durant le Haut Moyen-Âge, bien à l'abri des interventions des Byzantins, dont la puissance et l'influence s'évanouiront progressivement au cours du 7e et du 8e siècle, malgré leurs illusions sur une soi-disant soumission de l'Ouest. Une belle dérive qui se terminera quelques semaines après le Noël de l'an 800, lorsque des ambassadeurs francs débarqueront à Constantinople avec des nouvelles. Ils annonceront aux Byzantins stupéfaits qu'ils n'ont plus besoin de se faire du souci pour les royaumes de l'Ouest, puisque les Francs ont choisi un certain Karl, promis à une belle notoriété, pour réaliser enfin le vieux rêve caressé par Théodoric le Grand et tant d'autres. Reconstituer l'Empire de l'Ouest évidemment, mais à son profit et pour le plus grand désarroi des Byzantins.